Si je devais être un robot, je dirais en plus en tant que grand fan de Star Wars, je serais R2-D2. C'est un robot qui avait été fait pour une seule tâche à l'époque, une seule tâche très rébarbative, très répétitive, et qui au final en fait a fait énormément de choses en dehors de cette tâche initiale-là. Et c'est en faisant justement autre chose que ce pourquoi il était programmé qu'il a vraiment non seulement fait avancer l'histoire, mais aussi aidé les différents protagonistes. Et c'est assez intéressant justement de se dire que parfois quand on fait plus ou on fait d'autres choses que ce pourquoi on a été formé ou formaté, c'est là où justement on arrive à créer non seulement de la valeur mais aussi du bien-être, et je pense que ça s'applique bien à la question des soft skills. Alors, la question du chômage technologique, elle n'est pas récente. Keynes, déjà au début du siècle dernier, estimait qu'en fait, sous l'effet du progrès technique et des avancées, alors on n'était pas sur la robotisation, on était sur l'automatisation, on pensait en fait qu'on pourrait se passer d'un grand stock de travail et que l'être humain n'aurait plus qu'à travailler quelques heures par semaine. En 1783, quand on a eu les premières effectivement montées en compétences, en tout cas montées en maturité des différentes technologies liées à la vapeur, notamment que ce soit dans l'agriculture, 80% des emplois dépendaient de l'agriculture. Du moment où on a mécanisé et automatisé l'agriculture, en fait, on a libéré du temps de travail pour la plupart des gens, on a augmenté leur espérance de vie, on a élargi les distances géographiques, c'est là où on a commencé à créer les premières villes et là où on a commencé à développer l'industrie. Donc à chaque fois qu'une technologie arrive, certes, elle détruit des emplois, en général des emplois très automatisables et très justement aliénants, mais par contre, elle arrive à créer à la fois des nouveaux besoins, donc du coup des nouveaux secteurs. Ce qu'on vit aujourd'hui est la crainte du coup d'être remplacé par certaines machines, ça existe chez beaucoup d'actifs, mais il faut savoir que la machine, là où elle va réfléchir en termes de manière très binaire, 0 ou 1, l'être humain a son avantage comparatif, c'est que lui, il peut intervenir sur la décimale. Et donc du coup, sur toute on va dire, une infinité de nuances, à la fois dans son action, dans sa réflexion et dans sa coopération, qui font qu'en fait, la machine aujourd'hui ne sera pas capable de le faire. Mais de plus en plus de métiers sont justement en train de se développer, d'émerger ou d'être revalorisés, parce que justement, ils ont des compétences tacites ou explicites, qui du coup sont complètement complémentaires à ce que peut faire la machine. Dans la grande distribution, exemple que l'on cite très souvent, on observe la disparition du métier de caissière. C'est vraiment une lame de fond, ça fait plus de 10 ans justement que les effectifs diminuent. Et souvent, on a une augmentation du nombre de vendeurs dans les rayons. Souvent, c'est les personnes qui occupaient le poste de caissière qui en fait sont ventilées dans les rayons. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'augmenter la représentation humaine de la marque, d'incarnation de la marque à travers justement différents vendeurs, et donc du coup d'augmenter le processus d'interaction sociale et personnelle pour permettre d'augmenter le nombre de ventes. On observe un peu la même chose aussi dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, vous avez un de nos experts qui s'appelle Guy Valencien, un chirurgien spécialisé sur les questions robotiques, qui lui estime par exemple qu'en 2050, le métier le mieux payé à l'hôpital sera le métier d'aide-soignant, et plus le métier de neurochirurgien, parce que le métier de neurochirurgien est extrêmement automatisable, alors que celui d'aide-soignante ne l'est pas du tout. Et qu'est-ce qui aura vraiment le plus de valeur dans un hôpital où tout sera robotisé, tout sera numérisé? Le fait d'avoir quelqu'un qui puisse vous tenir la main et vous rassurer. Et c'est ce processus-là justement qui sera demain créateur de valeur, et c'est en ça justement que l'humain a un avantage vraiment comparatif par rapport à la machine. Alors, le problème derrière la notion de soft skills, c'est qu'effectivement, on parle d'une multitude de choses qui sont complètement différentes. Dans notre étude, au préalable, on a voulu savoir de quoi est-ce qu'on parlait. Et en fait, quand on a commencé à regarder les différentes définitions qui pouvaient exister des soft skills et associés, en tout cas, on a vu qu'il y avait vraiment une disparité parce que c'est vraiment un concept multidimensionnel. Donc du coup, on a voulu justement hiérarchiser ce concept de soft skills autour d'une pyramide à 3 étages. Chaque étage étant conditionné un petit peu avec les autres. Donc le premier étage, c'est tout ce qui va concerner les compétences comportementales. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est le fait de savoir nouer une cravate, arriver à l'heure au travail le matin, savoir se présenter, savoir pitcher une idée très simple. Donc c'est vraiment, on va dire, le bagage de base et qui en fait constitue aussi une explication de la non-employabilité de certains actifs. Deuxième étage, ce sont les compétences que nous on a appelées dites sociales. Donc c'est la capacité pour un actif, pour un salarié, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vraiment travailler au sein d'un groupe, de pouvoir y évoluer, de pouvoir tout simplement prendre la parole en public, travailler en groupe, de pouvoir mener un groupe, etc., etc. Donc ça, c'est des compétences qui sont plutôt d'un niveau, on va dire, intermédiaire en termes de qualification, qui là aussi sont très recherchées sur des postes de techniciens et certains postes déjà de direction. Et enfin, troisième étage de notre pyramide, de notre fusée, les compétences dites remarquables, donc au sens propre du terme, celles qui se remarquent et celles qui sont
là aussi très recherchés sur le marché de l'emploi, donc qui sont tout simplement la capacité en fait à travailler tout seul, la capacité à développer de la créativité, à pouvoir justement penser un peu out of the box, comme on dit pour essayer dans les anglicismes. Et ça, c'est une compétence qui est extrêmement recherchée chez certains cadres, en tout cas de très haut niveau, notamment dont le marché est plutôt international. Effectivement, la plupart des compétences, on va dire, complémentaires peut avoir un humain par rapport à la machine, sont des compétences douces, des compétences comportementales, sociales et remarquables. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la formation, que ce soit continue, initiale, donc que ce soit tout simplement du CP jusqu'à la fin de la retraite, elles ne sont pas du tout valorisées. On a, par exemple, je prends un exemple très simple, la prise de parole en public, qui est une compétence de plus en plus recherchée par certains employeurs. Aujourd'hui, elle n'est absolument pas dispensée dans un cursus initial, dans un tronc principal. C'est très difficile d'un point de vue théorique d'apprendre à parler ou d'apprendre à travailler en groupe sur un tableau noir devant une trentaine d'étudiants. C'est pour ça que la plupart du temps, les expériences montrent que ces soft skills-là s'apprennent dans un cursus extra-universitaire, extra-scolaire. Le milieu associatif, par exemple, en est la représentation ultime, on va dire. Que ce soit, par exemple, le fait d'arbitrer un match de football le dimanche matin, le fait de devoir animer une réunion avec des parents d'élèves ou d'animer une réunion avec des associatifs, etc. Le fait de devoir présenter un projet, défendre un financement devant la mairie ou devant un sponsor, c'est des compétences qu'on n'apprend pas de manière abrupte et généralisée à l'école, mais qui sont extrêmement recherchées et donc valorisables sur le marché du travail. Il faut qu'il y ait une formation théorique qui se concentre justement sur l'apprentissage de différentes connaissances. Donc là, dans un modèle un petit peu scolaire comme on peut l'avoir aujourd'hui, donc avec vraiment une salle de classe et des apprenants et une personne qui dispense, et l'acquisition de compétences, donc de savoir-être et de savoir-faire, qui là se fait en dehors de la salle de classe, dans la mise en action, dans la mise justement en situation. Ce qu'on expliquait avant justement avec la non-acquisition des soft skills va de pair en fait avec leur non-valorisation. Aujourd'hui, un diplôme qui est la sanction ultime après un parcours de formation ou un parcours d'apprentissage sanctionne exclusivement des connaissances et pas justement des compétences. Il y a beaucoup d'expérimentations qui se sont lancées un peu à droite à gauche dans d'autres pays de l'OCDE, mais aussi même en France, sur l'approche par badge, la certification par badge. Et ça commence à se développer vraiment de plus en plus par des entreprises, par des organismes de formation, des organismes de certification. Malheureusement, il n'y a pas d'unification et il n'y a pas de reconnaissance par la puissance publique de ces badges-là aujourd'hui. Il faudrait imaginer tout simplement un système où on est appelé de toute façon à se former de manière continue tout au long de la vie, où on puisse du coup récolter ce genre de badge-là tout au long de notre carrière. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment penser de la logique du diplôme qui sanctionne à la fin d'un cycle aux alentours de 22, 23, 24 ans et qui en plus crée une rente pour l'actif qui le possède tout au long de sa vie. Le taux de chômage des diplômés est aux alentours de 3%, le taux de chômage des non-diplômés est aux alentours de 20% en France, à quelque chose qui soit beaucoup plus fluide, qui soit beaucoup plus flexible et qui du coup puisse permettre d'avoir une vraie mise à jour non seulement des certifications, mais aussi des compétences. Et créer par la même façon, par les différents mécanismes de gamification et d'incitation, une véritable envie de chaque actif à vouloir justement développer telle et telle compétence et donc du coup d'aller vers la formation liée à ces compétences-là. Une fois qu'on a changé la façon dont on acquiert les soft skills, une fois qu'on a changé la façon dont on les valorise, il faut aussi changer leur place au sein de l'entreprise. Dans notre étude, une chose qu'on mettait en avant, malheureusement aujourd'hui, c'est le culte du diplôme qui prévaut encore dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de mentalités. Un actif est défini avant tout par son diplôme, par sa qualification et non par ses compétences. Ce qui crée deux choses. Vous pouvez avoir aujourd'hui des personnes qui sont extrêmement diplômées et peu compétentes et qui seront toujours en poste, ce qui pose un problème de productivité pour l'entreprise, et des personnes qui sont extrêmement compétentes mais non diplômées et qui du coup n'ont pas leur place dans l'entreprise et qui du coup là aussi posent une question de productivité mais de manque à gagner pour l'entreprise en question. Le fait de changer de vision, le fait de se dire je vais valoriser non plus uniquement le diplôme, c'est-à-dire la capacité qu'a eu un individu à avoir des bonnes notes en mathématiques ou en philosophie à 18 ans, mais bien tout son parcours de vie, toute son expérience avec ses erreurs mais aussi ses réussites, on change complètement de vision. C'est-à-dire qu'en fait non seulement on crée une forte appétence pour les salariés, pour les actifs à vouloir se former, mais on arrive aussi à créer des mécanismes de seconde chance. Dans une société comme celle de la France, un marché du travail extrêmement rigide en termes justement de qualification, aujourd'hui le fait de ne pas disposer du bon diplôme ou le fait de ne pas disposer de diplôme tout court, aujourd'hui c'est un facteur extrêmement discriminant pour bon nombre d'actifs. C'est pour ça que les soft skills c'est vraiment une révolution totale. En plus d'être un vrai bouclier
contre le chômage technologique pour la plupart des actifs, c'est aussi une façon de casser un petit peu les inégalités qu'il peut y avoir, notamment de destin, face au diplôme, et d'éviter que certains actifs aient une rente et d'autres pas du tout. On crée vraiment un système où chacun peut choisir sa carrière et chacun peut vraiment avoir une vie professionnelle qui soit à construire tout au long de sa vie. Et c'est en ça justement qu'on change complètement le logiciel par rapport intellectuel et culturel par rapport à celui qui prévalait jusqu'aujourd'hui.